Salut, un petit message rapide avant de commencer. Vous avez pas rêvé, j'ai bien dû supprimer la dernière vidéo de la chaîne. Je vous explique pourquoi dans quelques minutes. Okinawa est célèbre pour au moins 3 choses. Ses fonds marins magnifiques, ses bases américaines qui surveillent la Chine et ses super centenaires. L'île est un de ces fameux endroits où les gens vivent beaucoup plus vieux qu'ailleurs, et depuis quelques décennies, des chercheurs et des journalistes essaient de comprendre ce qui explique cette anomalie locale. Tout le monde veut vivre longtemps, et certains essaient très fort de reproduire le miracle des insulaires japonais. Est-ce que c'est leur alimentation, leur génétique, ou encore leur philosophie de l'ikigai qui donne du sens à leur vie, même quand elle est si proche de son terme? Récemment, une idée vraiment révolutionnaire est arrivée dans le monde scientifique. Selon cette hypothèse, l'explication est totalement ailleurs. Il n'y a pas de zone remplie de supercentenaires. Aucune. Il se pourrait que toute cette histoire soit l'une des plus grosses supercheries du petit monde de la démographie scientifique. Et c'est une supercherie qui serait très rentable. Il y a quelques jours, il a fallu que je supprime la vidéo « Prédire votre durée de vie avec une simple mesure ». Pour ceux qui l'ont pas vu, c'était une vidéo sur le lien étonnant qu'il y a entre la force de préhension et la longévité. L'entreprise qui avait sponsorisé la vidéo, qui s'appelle Bonjour, ils font des boissons énergétiques, s'est rendu compte que j'avais été au cœur d'un événement médiatique extrêmement négatif en 2022. C'est le plus gros euphémisme que j'ai trouvé pour décrire tout ça, vraiment, mais je pars du principe que vous êtes déjà au courant, vu que quand on cherche mon nom ou celui de ma chaîne sur Google, c'est très probablement le premier truc sur lequel vous allez tomber. Depuis quelques années, les marques se sont laissées tenter à l'idée de refaire des collaborations avec moi, ce que j'ai fait à plusieurs reprises. Et ça me fait plaisir. Avoir la confiance de partenaires commerciaux est super important pour une chaîne YouTube. La principale source de financement de la chaîne est toujours vos dons sur Tipeee, et de très loin, mais c'est quand même très important de se diversifier, et je vois ces OP comme un signal positif pour le futur. D'ailleurs, vous avez l'air plutôt d'accord avec ça quand je regarde vos commentaires sous les vidéos qui sont sponsorisées. Mais bon, voilà, dans le dernier partenariat, Bonjour a envoyé un message à mon agente en disant qu'il venait de découvrir les événements de 2022 et qu'il fallait supprimer l'OP. Alors, honnêtement, je sais pas du tout comment ils se sont débrouillés. Ça fait 4 ans que ça a eu lieu et ça n'a pas vraiment été confidentiel, loin de là en fait. Toujours est-il qu'on peut pas éditer une vidéo après un certain nombre de vues et ils étaient totalement dans leur droit de demander la suppression de l'OP et donc de la vidéo, contractuellement. Donc l'épisode, ciao. Des jours de recherche, d'écriture et de montage, envolés. Bien sûr, j'avais toujours l'option de remettre la vidéo telle qu'elle sans OP, mais en sachant très bien que ça la tuerait. Puisque beaucoup d'entre vous avaient déjà vu la vidéo, elle n'aurait pas eu beaucoup de traction et l'algorithme aurait probablement détecté qu'elle intéressait moins de monde que d'habitude, ce qui l'aurait clairement pas poussé en avant. Bref, avoir une vidéo morte-née n'était pas vraiment une option satisfaisante pour moi, surtout que le sujet est assez important, je trouve. L'épisode était littéralement un message de santé publique. L'autre option, c'était de la retravailler tellement qu'elle donnait une nouvelle vidéo. Et c'est l'option que j'ai choisie. L'épisode sur la force de préhension reviendra sous une nouvelle forme, 2 fois plus longue, et incluse dans ce qui était prévu pour être la suite de cet épisode-là. Bref, ça devrait être un peu mieux pour vous normalement, même si ça va être beaucoup plus de taf pour moi. Voilà. Parce que j'ai fait le choix de faire une OP avec Bonjour, j'ai l'option d'enterrer la vidéo ou de la refaire intégralement. C'est chouette. Ça vous donne une petite idée de la relation entre les créateurs et les marques. C'est très asymétrique. Quand ça se passe bien, c'est cool et ça permet d'avoir un peu plus de visibilité financière pour la chaîne, mais évidemment, quand ça se passe moyen, généralement c'est le créateur qui trinque. Si les marques peuvent se désengager sans effort, sans subir la moindre conséquence de leur incapacité à faire une simple recherche Google, par exemple, les créateurs qui dépendent de ça pour financer leurs vidéos ont tout intérêt à prendre le moins de risques possible, à faire des vidéos qui ne coûtent rien, au cas où, ou à faire du contenu extrêmement lisse, puisque certaines marques ne veulent pas être associées avec certains sujets. En tant que spectateur, vous voyez pas tout ça, puisque tout ça se met en place avant que les vidéos existent. Mais c'est là. 4 ans plus tard, ma chaîne est toujours démonétisée par YouTube. Le côté positif, c'est que vous subissez pas de pub sur mes vidéos, et le côté négatif, c'est que ça fait 4 ans que ces vues génèrent exactement 0 € pour moi. Donc, pas de pub, des OPSP qui sont dangereuses. La conclusion que j'en tire, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, le financement participatif est la solution idéale pour faire des vidéos librement. La seule, peut-être. Si vous avez déjà donné des sous à cette chaîne, alors vous m'avez permis de faire très exactement ce que je voulais avec l'esprit libre. Et merci pour ça. Si vous aimez ces vidéos et que vous avez les moyens de contribuer, s'il vous plaît, envisagez l'idée de faire un don. Même 1 € fait la différence, surtout si c'est régulier. En échange de votre soutien, je vous promets de continuer à faire les meilleures vidéos possibles. En tout cas, selon mes capacités. Les liens pour soutenir la chaîne sont en description. Voilà, c'était un peu long, mais le message général, c'est que je vous remercie vraiment d'être là et de me permettre de me lancer dans tous les projets que je trouve intéressants. Comme cette vidéo, par exemple. On peut reprendre le vrai sujet.
L'histoire commence en Sardaigne. Au début des années 2000, le démographe Michel Poulain et le médecin Gianni Pes étudient les centenaires de la région d'Ogliastra, dans l'est de la Sardaigne. Ils vont de village en village dans cette partie montagneuse de l'île et ils trouvent une concentration inhabituelle de gens ayant apparemment atteint 100 ans. La position de chaque nouveau centenaire est notée par un point bleu sur une carte et la zone qui les délimite est entourée avec la même couleur. Elle prend son nom, zone bleue. Les résultats de la Sardaigne sont reçus avec de la méfiance dans le monde académique. Une affirmation extraordinaire demande des preuves extraordinaires, et il y a des choses un peu étranges avec ces données. Par exemple, autant d'hommes que de femmes d'Ogliastra sont centenaires. C'est très étonnant parce qu'à l'échelle mondiale, l'espérance de vie des hommes est plus courte que celle des femmes. Dans tous les pays de la planète, les femmes vivent en moyenne 5 ans de plus que les hommes. Plus d'esprit de conservation, peut-être. Ce qui fait qu'il y a normalement moins de centenaires masculins. Sauf en Sardaigne, donc. Mais malgré cette étrangeté statistique, les données semblent solides, et en 2004, ils publient leurs résultats dans ce journal. Le concept aurait pu rester confiné au monde universitaire, si Dan Buettner ne s'y était pas intéressé de près. Dan Buettner se décrit comme journaliste, storyteller et explorateur. Au moment où Michel Poulain et Gianni Pes arpentaient les villages de Sardaigne à la recherche de centenaires, Dan Buettner cherchait également ces fameuses zones de longévité en entreprenant des voyages un peu partout dans le monde. Le point de départ de son investigation était ici, à Okinawa, où il a interrogé des gens pour comprendre les secrets de leur longévité. Il publie les résultats de son travail dans un reportage en 2005 intitulé « Les secrets d'une longue vie » dans le National Geographic. Le concept de ces zones du monde où les gens n'ont pas oublié le secret de comment bien vivre et comment bien vivre longtemps est un énorme succès. Dan Buettner propose alors un partenariat aux deux chercheurs pour essayer de trouver d'autres zones bleues dans le monde. Le démographe et le médecin vérifient les âges des habitants et étudient leur mode de vie, pendant que Dan Buettner lève des fonds, médiatise le projet et organise les prochaines expéditions. Michel Poulain met au point un indice qui regarde combien de gens sont devenus centenaires parmi l'ensemble des gens nés à la même période. En calculant cet indice pour différents endroits, ils peuvent détecter des anomalies, des zones où le ratio est anormalement élevé, une zone bleue. La péninsule de Nicoya au Costa Rica, l'île d'Icaria en Grèce et la communauté adventiste de Loma Linda en Californie rejoignent le club quelques années plus tard. Les adventistes ne remplissent pas les critères des Blue Zones comme définis par le démographe Michel Poulain, mais l'éditeur du National Geographic voulait un exemple aux États-Unis pour que l'audience ait quelque chose de plus parlant. Dan Buettner s'exécute et il apparaît très vite que ses aspirations ne sont pas aussi scientifiques qu'elles semblaient l'être au départ. Dan Buettner est défini sur sa page Wikipédia comme auteur de livres de cuisine, donc auteur, storyteller, donc auteur, chercheur en longévité, on trouve 3 articles de lui sur PubMed, conférencier et explorateur. Il a effectivement fait des dizaines de milliers de kilomètres à vélo dans des conditions très difficiles, ce qui n'a pas grand chose à voir avec l'exploration d'un endroit inconnu, mais cycliste tout-terrain est quand même un peu moins vendeur, il faut bien l'admettre. Si ça vous donne l'impression que c'est une liste un peu longue pour dire simplement qu'il a raconté des trucs sur les zones bleues, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Les éditeurs de Wikipédia ont débattu de s'il fallait supprimer cet article, vu son ton promotionnel, sachant en plus qu'il a été écrit par un compte jetable créé pour l'occasion. Ça par exemple. Une page Wikipédia est un outil de marketing comme un autre, et il est indéniable que Dan Buettner est très très fort en communication. Les zones bleues, leçon pour vivre plus vieux par les gens qui ont vécu le plus longtemps, en 2008. S'épanouir, trouver le bonheur à la manière des zones bleues, en 2010. Les zones bleues, 2e édition. La solution des zones bleues. Les zones bleues du bonheur. Le défi des zones bleues. Puis une série de livres de recettes avec la cuisine des zones bleues, 100 recettes pour vivre jusqu'à 100 ans, etc., etc. Le sujet est porteur et Dan Buettner enchaîne les apparitions. TED Talk, passage chez Oprah, interview à une échelle semi-industrielle. En 2005, il dépose la marque Blue Zones, sans en parler avec Michel Poulain qui avait pourtant inventé l'expression. Selon lui, le but était d'empêcher les entreprises qui vendent des produits mauvais pour la santé de profiter du terme. Cependant, lui, il pouvait, et il fonde l'entreprise du même nom quelques années plus tard. La compagnie propose ses services pour aider des municipalités à appliquer le concept des zones bleues et recevoir des certifications Blue Zone Community. Partout aux US, des villes participent au programme qui vise à allonger la longévité de leurs habitants, moyennant une grosse contribution financière. Dans les années qui suivent, il diversifie son offre. Aujourd'hui, les entreprises de Dan Buettner proposent aussi des retraites santé-bien-être dans des hôtels de luxe et des plats surgelés préparés avec l'esprit des zones bleues. Ah oui, 13 balles l'assiette de pâte au pesto. Devenir centenaire, c'est pas pour les pauvres. Dans le même temps, la relation entre Dan Buettner et Michel Poulain se dégrade. Le businessman demande au chercheur son appui dans une dispute commerciale qu'il a avec Chanel, et pour Michel Poulain, c'est la goutte d'eau. Michel Poulain arrête sa collaboration avec le storyteller américain, et dans la série documentaire Netflix, qui est dédiée aux zones bleues, il est notoirement absent, alors même que c'est lui qui avait inventé le concept. Le premier épisode de cette série, qui est présenté par Dan Buettner et coproduite par Dan Buettner, a été tourné ici, à Okinawa. Et coïncidence, c'est exactement ici, à Okinawa, que le concept se heurte à la réalité.
Donc là, je suis à Ogimi, qui est au nord-ouest de Okinawa. Et ce village est devenu connu parce qu'il a une forte population de super centenaires. Cette stèle entérine vraiment cette idée que c'est vraiment le village des super centenaires à Okinawa et donc au Japon. Hop là. Ils peuvent pas faire ça les petits vieux. Il y a eu beaucoup de reportages sur Ogimi et sur la longévité exceptionnelle de ses habitants, et dans les raisons qui sont citées pour expliquer pourquoi les gens vivent si vieux, il y a l'alimentation, bien sûr. L'alimentation traditionnelle de Okinawa serait principalement des légumes avec assez peu de protéines animales. Deuxièmement, le tissu social, c'est-à-dire que les gens sont regroupés ensemble, ils font des activités ensemble, ils ont des traditions ensemble, et qu'ils ne sont jamais isolés socialement. Et troisièmement, le cadre, c'est-à-dire qu'ils sont au bord de la mer. La nature, elle est présente partout, il y a des cascades en face, de la forêt, et ainsi de suite. Et donc, Ogimi serait le village de la longévité. Ce que je trouve intéressant, c'est que tous ces reportages expliquent pourquoi les gens sont si vieux, mais il y en a assez peu qui ont essayé de regarder si réellement les gens étaient si vieux que ça. Dommage. L'Okinawa Centenarian Study a recensé plus de 1000 centenaires sur l'île, soit 2 à 3 fois plus de centenaires par habitant que n'importe où ailleurs dans le monde. Ils sont actifs, connectés socialement, et ils semblent être particulièrement épargnés par les maladies cardiaques ou le cancer. Beaucoup de chercheurs pensent que la génétique a un rôle à jouer, mais surtout, ils mangent bien. Selon ces études, l'alimentation traditionnelle d'Okinawa était principalement centrée sur les patates douces colorées, qui fournissaient plus de la moitié des calories avant la Seconde Guerre mondiale. Le tofu, le miso, le porc et le poisson en petite quantité, tout ça fournissait le reste. Pour des raisons strictement professionnelles, j'ai voulu vérifier que l'alimentation traditionnelle locale était effectivement délicieuse. Et c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Les insulaires pratiquaient traditionnellement le hara hachibu, qui consiste à s'arrêter de manger avant d'être complètement rassasié. Réduire les calories mène systématiquement à un allongement de la durée de vie dans les études animales. Donnez moins à manger à une souris et elle vivra parfois moitié plus longtemps. Cette restriction calorique volontaire, la nourriture locale et le mode de vie en communauté sous le soleil racontent une histoire qui est irrésistiblement attrayante. Dans ce paradis insulaire isolé, des grands-mères de 100 ans jardinent, mangent des patates douces avec modération et boivent du thé vert jusqu'à atteindre des âges vénérables. Dan Buettner comprend rapidement l'intérêt d'un message simple et il dresse 9 règles pour vivre vieux, les Power 9. Le terme est déposé, bien sûr. Manger plus de légumes et rarement de viande, faire des mouvements doux comme du jardinage plutôt que soulever de la fonte, boire un peu d'alcool tous les jours, appartenir à une communauté spirituelle, etc. Ça raconte quelque chose que la plupart d'entre nous avons intériorisé, au moins un peu. Retourner aux choses vraies, boire l'eau de la source à même les mains, respirer le bon air de la nature, de la simplicité rustique à plein poumon, le capitalisme nous inonde de choses dont on n'a pas vraiment besoin, alors que le vrai bonheur, finalement, c'est pas compliqué, c'est d'aimer et être aimé en retour, de pas avoir de montre mais d'avoir le temps, et j'arrête là, je crois qu'on a compris. Mais certaines personnes ne sont pas du tout convaincues. Boire un peu d'alcool tous les jours, par exemple, est en contradiction totale avec les recommandations des institutions comme l'OMS ou notre propre ministère de la Santé. Même si c'est du vin de Sardaigne ou de l'awamori d'Okinawa, aucune dose d'alcool n'est bonne pour la santé. C'est bon pour plein de trucs, mais c'est pas bon pour le corps. Les mouvements doux plutôt que la musculation, c'est pareil. La force est extrêmement corrélée à la longévité, et les personnes vieilles qui sont faibles meurent plus vite que les personnes vieilles qui ont conservé de la force. L'entraînement de résistance, c'est-à-dire soulever des poids, est la meilleure méthode pour garder de la force jusqu'à un âge avancé et donc augmenter sa longévité. Faire des soulevés de terre pour vivre plus vieux est sans doute un message qui est un peu contre-intuitif, mais il faut se rappeler que nos intuitions sont assez mauvaises pour prendre des décisions concernant la santé. Pendant des siècles, des millions de personnes ont pensé que se vider de son sang était une excellente façon de se vidanger, et encore aujourd'hui, des gens achètent des cristaux pour essayer d'avoir des pouvoirs. Donc voilà. Les Power 9 de Dan Buettner valident nos intuitions, ce qui est toujours agréable, mais ils ne sont pas du tout solides scientifiquement. Et plus grave encore, il semblerait que les données sur les centenaires soient totalement corrompues. Saul Justin Newman est un chercheur australien actuellement rattaché à l'University College de Londres. Il n'est pas démographe de formation, mais biologiste et data scientist. Dans ses dernières publications, on retrouve un Science qui montre qu'on peut prédire la longévité des athlètes en regardant leurs performances lors de leur jeunesse, un Nature sur le changement climatique ou un autre Nature sur la biologie des plantes. En bref, non seulement il a des centres d'intérêt très éclectiques, mais en plus c'est un excellent chercheur qui est capable de publier dans les revues les plus exigeantes. Entre 2 publications sur la biologie des plantes, il écrit quelques articles qui visent à corriger, voire à débunker complètement des études sur la longévité. Et en 2019, il a la conviction qu'il y a quelque chose de pourri au royaume des études du vieillissement.
Il écrit cet article, qui est une véritable bombe. Le titre annonce la couleur. Les registres de super centenaires présentent des signes d'erreurs administratives et de fraude aux pensions. La thèse tient en une phrase. Les super centenaires mentent sur leurs âges, volontairement ou involontairement, et les démographes se font avoir. Ici, au Japon par exemple, quand les autorités ont voulu féliciter Sogen Kato d'avoir atteint l'âge vénérable de 111 ans, ils se heurtèrent à une famille récalcitrante. Quand ils forcèrent l'entrée de l'appartement, ils se rendirent compte que Sogen Kato était mort depuis plusieurs décennies, et il était momifié dans sa chambre. La famille avait continué de collecter la pension tout ce temps-là. Ce cas et d'autres de centenaires manquants poussèrent les autorités japonaises à lancer une grande investigation en 2010. L'enquête conclut que plus de 230 000 personnes qui étaient notées comme centenaires étaient introuvables. Soit elles étaient mortes, soit elles n'étaient centenaires qu'à cause d'erreurs administratives dans l'enregistrement de leur date de naissance. 80% de centenaires qui n'en sont pas. 80% d'erreurs dans un pays avec une administration aussi fiable que celle du Japon. We are basing our long-term projections of human survival on data that, like I said, can be 82% dead people and we don't notice. Le même scénario a également eu lieu en Grèce, où un audit du gouvernement qui a été fait juste après la crise financière a découvert que 70% des centenaires qui profitaient de pensions étaient en fait déjà morts. Aux États-Unis, sur plus de 500 personnes âgées de plus de 110 ans, seulement 7 ont un certificat de naissance. Et beaucoup sont suspects. Par exemple, Saul Newman a montré que les jours des dates de naissance des centenaires sont souvent divisibles par 5 ou 10. Quand les gens inventent des chiffres, ils ont tendance à donner des chiffres ronds, et c'est un signe assez clair que ces dates ont été fabriquées. À Puerto Rico, les certificats de naissance ont été déclarés comme nuls légalement en 2010, tellement ils étaient remplis d'erreurs. Ça peut paraître fou que les gens ne se souviennent pas vraiment de leur date de naissance, mais en fait c'était la norme jusqu'à il y a peu de temps. J'ai déjà voyagé dans des endroits où il n'y a pas vraiment de registre de naissance fiable, comme les villages Baka du Cameroun ou l'Afghanistan, et demander son âge à quelqu'un est une question qui déclenche parfois beaucoup de perplexité. Et t'as quel âge maintenant ? Mais moi, je peux avoir déjà 50 ans. 60 ? 60. Même en Thaïlande, les grands-parents de mes amis ne sont pas forcément certains de leur âge. C'est comme ça, la vie est longue et on oublie un peu. Un exemple de ça, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis au début du XXe siècle avec l'introduction des certificats de naissance. Le nombre de gens de plus de 110 ans a diminué de 70 à 80% à partir de ce moment-là. On peut pas compter les anneaux de croissance des vieilles personnes, et il n'y a pas d'organes ou de signes moléculaires fiables qui permettent d'attester de leur âge, et on peut pas compter non plus sur leur mémoire. Donc il ne reste qu'à faire confiance aux institutions, mais des fois, les institutions, elles partent en fumée. U.S. forces preparing for Okinawa are aware their biggest danger will come from these human bombs. La bataille d'Okinawa, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été particulièrement atroce, même selon les standards de cette guerre. Cette dernière grande bataille du théâtre pacifique a duré 82 jours, du 1er avril jusqu'au 22 juin 1945, et ces 3 mois ont été d'une violence qui est difficile à décrire. L'Empire japonais s'est défendu avec la férocité du désespoir, en employant des centaines et des centaines d'avions kamikazes pour tenter de couler les navires alliés. L'armée japonaise a forcé les civils d'Okinawa à servir de boucliers humains et des enfants étaient sortis des écoles par des militaires pour les envoyer courir sur les tanks américains avec des bombes dans leurs sacs à dos. Ces affrontements acharnés firent près de 150 000 victimes civiles, dont une bonne partie furent poussées au suicide par l'armée japonaise. Les militaires assuraient à la population locale que lorsque l'armée américaine arriverait enfin sur l'île, ils commettraient les pires atrocités, et ils fournissaient des grenades à la population pour en finir au plus vite. Un tiers de la population d'Okinawa disparut avec cette bataille. Ça a été un véritable massacre, et l'essentiel de Naha, qu'on voit derrière moi, qui est la capitale d'Okinawa, a été entièrement rasé. Les bureaux municipaux qui conservaient les koseki, c'est-à-dire les registres familiaux, furent pulvérisés avec le reste de la ville. Après la guerre, l'administration d'occupation américaine tenta de reconstituer des registres d'état civil, mais le défi était très loin d'être simple. Les Américains ne parlaient souvent pas japonais, ils utilisaient le calendrier grégorien alors que les Japonais de l'époque utilisaient le calendrier des ères impériales, et surtout, ils devaient recréer les registres en s'appuyant sur les souvenirs de survivants traumatisés. Une énorme partie des koseki d'Okinawa furent réécrites toutes pièces à partir de témoignages oraux des personnes ou de leurs proches. Imaginez devoir renseigner la date de naissance de votre cousin. Imaginez devoir la donner à quelqu'un qui ne parle pas votre langue et pour qui l'année en cours n'est pas la même parce que vous utilisez un calendrier différent. Et imaginez faire ça après plusieurs années d'enfer, quand vous avez perdu une grande partie de vos proches, tout en essayant de trouver un travail pour nourrir votre famille dans une économie en ruine. C'était le contexte idéal pour introduire énormément d'erreurs dans les registres d'état civil. Après une analyse, Saul Newman a montré que le facteur qui prédisait le mieux si une zone aurait des centenaires ou non était l'intensité des bombardements lors de la bataille d'Okinawa.
En bref, la meilleure méthode pour vivre longtemps n'est pas d'appliquer les Power 9 de Dan Buettner, c'est juste d'avoir un certificat de naissance qui raconte n'importe quoi. Les propres données du gouvernement japonais contredisent le récit alimentaire des zones bleues. Je trouve ça presque comique que quand on regarde les données, Okinawa est probablement un des pires endroits du Japon pour vendre l'esprit des Power 9. Les gens d'Okinawa consomment le moins de légumes et de patates douces des 47 préfectures du Japon. Ils consomment 40 kg de viande par an, sans compter le poisson. Ils ont l'indice de masse corporelle le plus élevé de toutes les préfectures. Ils boivent plus d'alcool que dans les autres régions japonaises. Les vieux n'ont pas plus d'ikigai, de sens à leur vie, que ailleurs. Les gens au-dessus de 65 ans ont le 4e plus haut taux de suicide du Japon. Ils jardinent moins que dans les autres préfectures, avec des taux comparables aux mégalopoles d'Osaka ou Kyoto. Et enfin, ils font pas vraiment partie de communautés spirituelles, puisque 93% d'entre eux sont athées. C'est aussi un des plus hauts taux du Japon. Faut vraiment qu'ils fassent un effort, hein. Ils ont clairement pas étudié les conseils de Dan Buettner pour vivre vieux. Et pire, il semblerait aussi que l'histoire du régime traditionnel d'Okinawa à base de patates douces soit bidon. Les données sur l'alimentation à Okinawa viennent d'une étude qui a été faite par le gouvernement japonais en 1949, 4 ans après la grande bataille d'Okinawa. La plupart du bétail avait été décimé, les champs confisqués par l'armée et la population confinée dans des camps d'internement qui étaient sous administration militaire américaine. La seule chose qui poussait facilement dans les sols était un tubercule local qui faisait déjà partie de la cuisine traditionnelle, la patate douce. Évidemment, c'est la seule chose qui poussait, ils n'avaient pas vraiment le choix, donc ils ne mangeaient que ça. Prendre les gens d'Okinawa de cette période comme exemple de la gastronomie traditionnelle, c'est exactement comme si on observait les Parisiens qui ont mangé les animaux du zoo du Jardin des Plantes pendant le siège de Paris en 1870, comme exemple de la gastronomie française. Ah oui, la cuisine française, ils adorent les éléphants. So exotic. C'est hallucinant, et ça a été fait en toute détente par des chercheurs qui ont publié ça dans des articles scientifiques. Ils sont là, publiés en 2007, des centaines de citations. Aucune mention de l'effet de la guerre sur l'alimentation. Tout va bien. Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond dans le monde scientifique de l'étude sur la longévité. Ce qui est frappant, c'est que le problème ne se limite pas à Okinawa. Le même schéma se retrouve partout dans le monde. En 2024, Newman publie un deuxième préprint dans lequel il analyse 72 ans de données de mortalité compilées par les Nations Unies sur 236 pays. À votre avis, et sachant tout ce qu'on vient de dire, parmi ces pays, lequel a le plus de centenaires par habitant ? La Suède ou le Malawi ? Le Malawi, bien sûr. Selon les données de l'ONU, les endroits du monde où on atteint le plus souvent l'âge de 100 ans incluent le Kenya, le Malawi, le Sahara occidental, qui n'a même pas de gouvernement, et Puerto Rico. Puerto Rico, où les certificats de naissance ont été annulés à cause des fraudes. Le Kenya a une espérance de vie moyenne de 64 ans. Le Malawi, 65 ans. Et ce sont des endroits où il est apparemment plus facile de devenir centenaire qu'en Suisse. Pas croyable, non ? Ouais, effectivement, j'y crois pas non plus. Le même schéma existe à l'intérieur des pays riches. Newman a montré qu'en Italie, en Angleterre ou même en France, le meilleur prédicteur de savoir si on va dépasser l'âge de 100 ans n'est pas l'exercice, l'alimentation ou les liens sociaux. C'est de résider dans une zone avec de faibles revenus par habitant, une espérance de vie plus courte, des taux de criminalité plus élevés et moins de gens qui atteignent l'âge de 90 ans. C'est dans les pires marmites qu'on fait les meilleurs centenaires, apparemment. Et en Angleterre, le meilleur endroit pour atteindre 105 ans, selon ces analyses, c'est Tower Hamlets. Pas là. Ils doivent manger beaucoup de patates douces. Selon Newman, l'explication est un mélange de mauvaises institutions et de fraude aux pensions. Quand un proche très vieux meurt et que quelques semaines plus tard, sa retraite continue de tomber, ça ne coûte pas grand-chose de ne rien dire. Ça demande littéralement 0 effort, en fait. Le vrai secret de la longévité, c'est les certificats de décès qu'on a perdus sur le chemin, de toute évidence. Et tout ça s'applique aussi à la France, évidemment. J'ai pas envie de rentrer dans le débat sur l'âge réel de Jeanne Calment, parce que c'est un véritable marécage, même si on peut se demander pourquoi elle a brûlé toutes ses photos de famille quand les archives de Arles les lui ont demandé. Mais on rentrera pas là-dedans. Même si c'est bizarre que la couleur de ses yeux ait changé depuis les années 30. Mais on rentrera pas là-dedans. Plus intéressant, je trouve, depuis quelques années, les DOM sont pressentis pour être ajoutés à la liste des zones bleues. La Martinique et la Guadeloupe, en particulier, avec leur taux de centenaire remarquablement élevé selon ce rapport de l'Institut national d'études démographiques. Le rapport lui-même note que le résultat est étrange. Il y a le plus de centenaires là où l'espérance de vie est la plus faible en France. Bizarre. Mais les données sont solides, on nous dit, donc il doit y avoir une explication ailleurs. Enfin, une autre explication que les données, parce que c'est pas les données. L'explication alternative qui est proposée est intéressante, je trouve. Dans ce petit encadré, on découvre que les ancêtres des Antillais auraient supposément subi de la sélection naturelle pour vieillir mieux. La traite transatlantique aurait exercé une pression de sélection qui aurait favorisé les gènes de la longévité.
En biologie évolutive, expliquer un phénomène avec une histoire qui est tirée du chapeau, on appelle ça une just so story. Et celle-ci n'est pas particulièrement brillante. Quand l'espérance de vie dans une plantation est de quelques années, la sélection naturelle ne favorisera pas des gènes qui vont s'exprimer à 90 ans pour permettre d'en vivre 20 de plus. C'est plutôt l'inverse, en fait. Plus la mortalité extrinsèque est élevée, plus la sélection va tirer vers une reproduction rapide. Et tant pis pour une vie longue. Donc, si sélection il y avait, et il faudrait d'ailleurs le prouver, elle aurait plutôt tendance à favoriser des allèles qui permettent de se reproduire et survivre dans les conditions horribles des plantations. C'est probablement pas ça. Donc, mais, en tout cas, c'est pas les données. Non. Les patates douces au chlordécone, peut-être. Face à tout ça, qu'est-ce que le camp d'en face répond ? Eh ben, principalement des attaques ad hominem, au départ. Dan Buettner traite carrément Newman de sociologue. Un peu dur, quand même. Ses collaborateurs, qui sont les mêmes 5 personnes depuis le début de l'épisode d'ailleurs, qualifient le travail de Newman d'académiquement irresponsable et d'écriture de niveau lycéen. Dans les signataires de cette lettre, on retrouve les frères Wilcox, qui sont à l'origine de « Les patates douces d'après-guerre sont représentatives de la tradition culinaire d'Okinawa ». Du coup, oui, en termes d'académiquement irresponsable, je pense qu'ils savent de quoi ils parlent. La suite est un peu plus intéressante. Les chercheurs du projet Blue Zones publient une lettre ouverte de défense dans laquelle ils insistent sur la rigueur de leur processus de validation des âges. Regroupement de registres civils, registres paroissiaux, reconstruction généalogique. En Sardaigne, les actes de naissance civile et ecclésiastique concordent parfaitement depuis 1866. Au Costa Rica, les numéros d'identité sont séquentiels et impossibles à falsifier. Le contre-argument de Newman est simple. Ce que les démographes appellent validation consiste en réalité à vérifier la cohérence des documents entre eux. Mais si l'âge de quelqu'un est faux lors de l'enregistrement du certificat de naissance, par exemple, cette erreur se propage dans chaque document ultérieur et ce ne sera pas détectable en comparant les documents entre eux. Un petit modèle permet de comprendre comment on peut en arriver à autant d'erreurs. Imaginez qu'une administration ait un taux d'erreur assez faible, qui vieillisse de 10 ans des personnes au hasard. Oups, vous êtes plus né en 1992, mais en 1982. Ces gens survivront mieux que leur classe d'âge, normal, ils ont 10 ans de moins. Plus le temps va passer, plus ils vont constituer une grosse partie de leur cohorte, parce que les autres vont mourir de vieillesse. Attendez quelques décennies et il ne restera que les gens dont le certificat de naissance est bidon. Même à partir d'un taux d'erreur très faible de 0,001% de date de naissance fumeuse, l'ensemble des super centenaires sera composé d'eux en bout de course. Et comme on l'a vu, les erreurs administratives sont très loin d'être aussi faibles que ça, même dans des pays avec des bonnes institutions. Malgré tous ces arguments, les démographes des zones bleues ne déboulonnent pas. Ils restent convaincus que ces articles sont des non-événements. Newman accumule les révisions pour satisfaire aux exigences des reviewers, mais des années plus tard, ils ne sont toujours pas acceptés pour publication. Et c'est pas si étonnant. Comme le dit Newman, c'est comme essayer de publier un article démontrant que le Yeti n'existe pas dans un journal qui est dédié au Yeti. Et les seuls reviewers disponibles sont des experts en Yeti. Son papier a été soumis à 9 reviewers, au lieu des 2 ou 3 habituels. 9. Il y a juste trop d'intérêts en jeu, des intérêts scientifiques, des carrières entières qui ont été construites sur la longévité exceptionnelle. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi une différence de culture scientifique. Les méthodes d'analyse de Saul Newman en 2026 n'ont aucun rapport avec celles que la génération précédente de chercheurs maîtrisait, et je pense sincèrement que ce que fait Saul Newman doit sembler extraterrestre aux scientifiques qui ont fait carrière dans les années 80. Et bien sûr, il y a des intérêts commerciaux gigantesques. L'industrie du bien-être, les livres, les conférences, les produits dérivés, les certifications municipales, les documentaires. Ce que Newman montre, fondamentalement, c'est que tout ça est pourri à la base. Michel Poulain, le démographe qui a inventé le concept de zone bleue, n'a pas signé la lettre de défense de ses anciens collègues. Mais dans un article récent, il explique ne pas avoir lu le préprint de Newman parce qu'il n'a pas de temps à perdre avec des articles qui n'ont pas été relus par les pairs. C'est assez vertigineux comme situation. Le papier ne peut pas être publié parce que des experts du domaine bloquent la review et les experts du domaine refusent de le lire parce qu'il n'a pas été publié. Bref, Saul Newman semble être passé à autre chose pour le moment. Il a probablement d'autres quêtes secondaires scientifiques à publier dans des journaux prestigieux. En septembre 2024, il remporte le premier prix Ig Nobel de démographie de l'histoire. Le prix Ig Nobel récompense les recherches qui font d'abord rire puis réfléchir. En montant sur la scène du MIT pour recevoir son prix, il récite ce petit poème. But the secrets fell over like a lover in clover when I checked the government books. The blue zones are poor, the records no more. The 100-year-olds are all crooks. So the secret, it seems, to live out your dreams and make sure you keep living, not dying, is to move where birth certificates are rare. Teach your kids pension fraud and start lying. Aujourd'hui, les zones bleues s'effritent une par une. Okinawa ne remplit plus les critères, c'est Michel Poulain lui-même qui l'a reconnu en 2024.
Au Costa Rica, l'effet de la longévité ne s'applique qu'aux hommes nés avant 1930. C'est-à-dire que tous les gens nés après cette date meurent aussi vite que le reste du pays. Enfin même plus vite que tout le monde, puisque leur taux de mortalité est 10% supérieur au reste du pays. La Sardaigne recule dans le classement de l'espérance de vie en Europe, et l'île d'Icaria aussi. Et Loma Linda en Californie, elle aurait jamais vraiment dû faire partie de la liste, puisqu'elle a été rajoutée pour des raisons éditoriales, et pas scientifiques. Bref, ça va pas fort, et vu la quantité d'encre qui a été écrite sur la nutrition de ces endroits, on peut se demander s'il y a quoi que ce soit à garder. Et la vérité, c'est que la science de la nutrition mérite quelques poignées de guillemets à science. La plupart des études sur l'alimentation sont observationnelles, les conflits d'intérêts sont omniprésents, la crise de la réplication est massive, et on ne sait pas grand-chose de vraiment solide. On en reparlera un jour si j'ai le courage de m'y attaquer, mais il est clair que les gens qui font comme s'ils avaient une réponse révolutionnaire cherchent généralement à vous vendre quelque chose. Des livres, des conférences, des séries Netflix, ou des pâtes au pesto surgelées à 13 balles. Mais ce débat va bien au-delà des patates douces et de Dan Buettner. Des milliers de milliards d'euros de plans de retraite, de primes d'assurance et de plans financiers dépendent de projections de mortalité qui sont construites sur ces données démographiques. Si les données sont fondamentalement pourries par la fraude et les erreurs, les implications financières sont vertigineuses. Pour l'instant, il semblerait que la communauté scientifique de la longévité refuse de regarder le problème en face. Traîner des pieds la publication d'un article en lui envoyant 9 reviewers dessus, c'est vraiment une stratégie pour jouer la montre. Mais comme le dit Newman, si la communauté scientifique ne reconnaît pas ses erreurs de son vivant, il demandera juste à quelqu'un de faire semblant qu'il est encore en vie, jusqu'à ce que ça change. Merci à toutes et tous d'être restés jusqu'au bout, j'espère que vous avez aimé cet épisode autant que j'ai apprécié travailler sur le sujet. Et merci tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses qui rendent ces vidéos possibles. Vous êtes fort chouettes. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode qui fera une petite heure a priori et qui devrait arriver très très vite. À toutes!